Alors, l'abominable Dr. Phibes est sorti dans une période un peu particulière pour le cinéma d'horreur, qui était une période transitionnelle où les grands mythes du répertoire, les grands monstres classiques, les Frankenstein, Dracula, le loup-garou, commençaient à ne plus trop avoir la cote auprès du public. Il y avait un certain essoufflement à ce niveau-là. Des maisons de production comme la Hammer Film, qui était la grande maison de production anglaise de films d'horreur à l'époque, sentaient également cet essoufflement, essayaient d'injecter plus d'érotisme, plus de violence. Et c'était vraiment une période de recherche. Je dirais qu'entre 1968 et 1973, il y a eu cette recherche aussi de créer de nouvelles franchises où apparaîtraient de nouveaux méchants, de nouveaux monstres, de nouveaux vilains. Et ces tentatives ont un petit peu tâtonné durant cette période. On a repris un personnage du vampire qu'on a transféré à l'époque contemporaine, donc dans les années 70. C'était le comte Yorga, par exemple. Il y a eu 2 films. Pareil, il y a eu Blacula, qui était une espèce de Dracula noir, en fait. Il y a une série de films adaptés du roman Carmilla de Sheridan Le Fanu, des histoires de vampires lesbiennes. Donc ça se cherchait, ça tâtonnait un peu. Et à cette époque, il y a eu aussi l'émergence de nouveaux metteurs en scène, de jeunes metteurs en scène, comme Michael Reeves, qui a réalisé un film avec Vincent Price, Le Grand Inquisiteur, qui n'est pas vraiment un film d'horreur, qui est plutôt un film historique très violent, mais qui est un peu considéré comme un film d'horreur, justement parce que Price joue dedans. Il y a eu également un metteur en scène comme Pete Walker, qui a fait toute une série de films de thrillers horrifiques très intéressants, très pervers, qui à la fois réactionnaires et pro-jeunes, enfin, avec un contenu politique assez intéressant. Il y avait un metteur en scène comme Norman J. Warren, qui lui faisait des films plus d'exploitation, assez érotiques et sanglants. Donc voilà, c'est dans ce contexte de recherche, de tâtonnement, qu'est arrivé l'abominable Dr. Phibes. Le scénario du film a été écrit par 2 Américains, James Wheaton et William Goldstein, qui au départ ne sont pas des scénaristes professionnels. William Goldstein n'avait strictement rien écrit. James Wheaton avait écrit pour sa part 2 scénarios pour des séries télévisées américaines, The Man from U.N.C.L.E., donc en France des agents très spéciaux, et Voyage au fond des mers. Bon, c'était absolument toute leur seule expérience dans le domaine du cinéma. Ils étaient plutôt connus comme tennismen, en fait. C'est d'ailleurs sur les cours de tennis qu'ils s'étaient connus. Et donc ils ont écrit à 2 ce scénario qui au départ s'appelait The Curse of Dr. Pibe. Le nom de Phibes est arrivé ensuite. Je crois que c'est Robert Fust, le réalisateur d'ailleurs, qui a décidé de changer le nom. Et ce scénario, ils l'ont remis à un monsieur qui, pareil, ne travaillait pas spécialement dans le cinéma. C'était un entrepreneur qui travaillait dans l'immobilier, un homme assez richissime, mais qui voulait à tout prix rentrer dans le milieu du cinéma et produire des films. Ce monsieur s'appelait Robert S. Duna, et donc les 2 scénaristes lui ont confié le scénario. Il a été très enthousiasmé tout de suite. Il a dit « bon, il faut que je trouve un coproducteur pour financer ça ». Et il s'est adressé à une maison de production américaine, l'AIP, American International Pictures, qui est une maison de production qui a été fondée en 1954 par Samuel Arkoff et James Nicholson. Très vite, l'AIP s'est spécialisée dans les années 50 dans les films d'exploitation qui étaient destinés au drive-in, donc au cinéma en plein air américain. Le public ciblé était un public d'adolescents. C'était la pleine période où beaucoup d'adolescents allaient au cinéma. Il fallait vraiment cibler ce public. Et donc ils ont fait toute une série de films sur des sujets qui étaient un peu tabous, en tout cas un peu risqués ou polémiques pour Hollywood. Donc des films de drug exploitation, des films sur la drogue, la marijuana, le cannabis. Ils ont fait des by exploitation, c'est-à-dire des films sur les motards. Et ils ont fait aussi des films beaucoup plus consensuels et plus gentillés, des beach movies, des films sur la vie et les amours des adolescents sur les plages californiennes, qui s'enivraient de glace et de crème glacée et de soleil. Et donc voilà, il y a eu plusieurs cycles de films qu'ils ont produits. Et évidemment également des films d'horreur, c'était leur grand point fort, des films d'horreur dont une série d'adaptations d'Edgar Allan Poe, des films réalisés par Roger Corman, dont l'acteur principal était Vincent Price. Vincent Price était vraiment
disons, l'acteur maison pour l'AIP, leur vedette numéro 1 en matière de films d'horreur. L'AIP, au bout d'un moment, s'est développée, a créé une filiale en Angleterre, qui était dirigée par Louis Hayward. Et donc, dans les années 70, la plupart des films d'horreur de l'AIP se tournaient en Angleterre. C'est une période où, du coup, Price était énormément dépêché là-bas pour tourner ses films. Ça se tournait sans doute à la fois pour des raisons économiques et aussi pour des questions de décor, de lieux. Par exemple, dans un film de la série Poe, La tombe de Ligeia, il y a une superbe abbaye en ruine qui est exploitée, qui était un décor naturel. Donc l'AIP tournait énormément ces films d'horreur en Grande-Bretagne. Donc on revient à ce producteur, apprenti producteur d'UNA qui propose le script à l'AIP, qui accepte immédiatement et qui va choisir comme metteur en scène Robert Fust. Robert Fust, qui était un monsieur qui avait à peu près 42-43 ans, je crois à l'époque, c'était pas vraiment un jeuneau. Il avait une formation de décorateur au départ. Il avait décoré des épisodes de la série The Avengers, Chapeau melon et bottes de cuir. Et ensuite, il a commencé sa carrière, enfin son travail de réalisateur, en dirigeant des épisodes de cette série. Il en a réalisé 9 en tout. Au cinéma, il n'avait fait avant Fives que 3 films. Il avait fait une sorte de comédie romantique, c'était son tout premier film qui n'avait pas été particulièrement remarqué. Ensuite, il a réalisé un thriller rural vraiment très intéressant, assez passionnant, je trouve, qui s'appelle And Soon the Darkness, qui est un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui mériterait d'être redécouvert, sur l'histoire de 2 adolescentes qui traversent une partie de la campagne française à vélo pendant leurs vacances. Il y en a une qui disparaît, l'autre va partir à sa recherche. Et tout ça se passe dans un milieu rural qui est pour cette jeune fille un peu effrayant parce qu'elle ne comprend pas la langue et tous les personnages lui semblent étranges, inquiétants. Et il y a un climat de paranoïa qui est assez fort dans ce film. Ensuite, il a tourné Les Hauts de Hurlevent, cette fois-ci pour la maison de production AIP, donc d'après le roman d'Emily Brontë, qui avait été un assez joli succès, même si le film reste, je dirais, assez conventionnel. C'est une version assez classique, traditionnelle du roman. Et donc, on va lui proposer le Dr. Fives. Fust est enchanté par le manuscrit. En particulier, ce qui l'enthousiasme le plus, c'est cette idée d'un meurtrier qui s'inspire des 10 plaies d'Égypte pour commettre ses crimes. Et tout ça lui plaît beaucoup. Par contre, il y a une chose qu'il n'aime pas du tout dans le script, c'est qu'il est extrêmement au premier degré, qu'il est très noir, très violent, et que le personnage de Fives est un personnage absolument odieux, pour lequel le public ne peut éprouver aucune sympathie, que le public ne peut pas suivre finalement dans son délire de vengeance. Et donc il va remanier le scénario en y injectant beaucoup plus d'humour, beaucoup plus de second degré. C'est vraiment Fust qui a apporté toute cette dimension un peu comique, presque parodique au film. Right now, careful, son. Easy does it. I think it's a left-hand thread. Yes, it is. It's coming. Yeah. Gentlemen, can't we have a little quiet in this club? Et puis il va changer des petits détails, des points de détail. Par exemple, dans le script original, le Dr. Fives est un androïde, est un robot. Lorsque les policiers lui tirent dessus, il ne perd pas du sang, il perd de l'huile. Bon. Son assistante, la très mystérieuse et charmante Vulnavia, est un robot également. Et Fives a tendance à la malmener pas mal, et il finit d'ailleurs par la détruire à la fin du film rageusement, lorsqu'elle a terminé sa mission. Donc Fives est vraiment un personnage pas très sympathique, quoi. L'épouse de Fives dans le script original n'a pas été victime d'un accident, mais en fait a un cancer de l'utérus. Bon, il trouvait que c'était un petit peu... Fust trouvait que c'était un petit peu sombre comme thème. Il en reste quelque chose, ceci dit, dans le film, qui est en fait le prénom de Vulnavia. Vulnavia, c'est une contraction des mots vulve et navel, nombril, et tout ça rappelle la région
comment dire, malade chez l'épouse de Phibes, chez Victoria. Autre changement, dans le script original, Phibes, à la fin, échappait à la police en s'envolant dans une montgolfière avec le cadavre de son épouse. La fin est très, très différente dans le film. Le tournage va commencer en novembre 1970. Il va durer 8 semaines, bon, ce qui est une période relativement longue pour un film de série B. Le budget est de 300 000 livres, ce qui n'est vraiment pas un budget énorme, surtout lorsqu'on voit combien le film est somptueux visuellement. On a vraiment l'impression que c'est un film qui a coûté plus cher que ça. Donc 300 000 livres de budget et les recettes seront de 3 millions de dollars, ce qui est quand même un gain colossal pour l'AIP qui évidemment en était ravi. Bon. Le producteur, donc au départ Robert S. Duna, associé avec Louis Hayward qui dirige la section anglaise de l'AIP, Duna va être limogé, liquidé par Hayward. Assez rapidement, Hayward se rend compte que c'est vraiment pas quelqu'un de la profession, il y a beaucoup de problèmes à gérer le budget, ils ne sont pas dans les temps, donc il va le virer et il va le remplacer par Albert Fennell. Albert Fennell, qui était un producteur et occasionnellement scénariste, justement de la série Chapeau melon et bottes de cuir, à laquelle Robert Fust avait travaillé. Tout ça explique qu'il y a des réminiscences, un petit côté chapeau melon dans Phibes, à travers plusieurs éléments, le côté un peu surréaliste, le côté délirant des crimes, et puis également voilà, toute cette part de dérision qui est assez importante dans Phibes. Ceci dit, Albert Fennell ne sera pas cité au générique, on l'a appris par la suite, sa collaboration à travers des différentes interviews de personnages qui étaient impliqués dans le tournage, quoi. Bon. Alors, selon William Goldstein, l'un des deux scénaristes, l'AIP, dès le départ, avant même d'avoir tourné le film, envisageait de faire une série de 5 films. Il croyait tellement en ce personnage qu'il était sûr et certain que ça allait fonctionner, qu'ils allaient en faire 5. En effet, le premier film a bien marché, mais il n'y a eu qu'une seule suite qui a marché beaucoup moins bien, et la franchise a été abandonnée par la suite. Petite anecdote amusante, c'est que Price, au départ, a failli refuser le rôle du Dr. Phibes. Non pas qu'il trouvait le scénario inintéressant, il ne l'avait pas encore lu, mais simplement il avait décidé de refuser systématiquement les scénarios que lui proposait l'AIP parce qu'il estimait que c'était des scénarios de plus en plus faibles. Il jouait dans des adaptations, des pseudo-adaptations d'Edgar Poe, dont en fait les scénaristes prenaient une phrase d'une nouvelle de Poe, la mettaient en exergue au générique, mais c'était absolument tout ce qui restait de Poe dedans. Il n'y avait ni sa thématique, ni son univers, ni rien. Quoth the raven, nevermore. Et donc, vraiment, Price était un peu lassé de tourner pour l'AIP. En plus, je crois qu'il voulait renégocier son contrat et s'est caché et qu'il avait beaucoup de mal. Arkoff était assez âpre au gain. Et donc, bon, au début, il dit non, je ne tourne pas ce film. Et puis, finalement, il se décide quand même à lire le scénario. Et là, il se rend compte que c'est un rôle absolument en or pour lui. Et il ne se pose plus de questions, il y va. Il rencontre Fust en plus, donc le metteur en scène avec qui il va s'entendre merveilleusement. Ils vont être très complices tout au long du tournage. Et d'ailleurs, ça va être un tournage très, très, très joyeux, très heureux, où chaque collaborateur, technicien, comédien va apporter des idées. Il y a beaucoup d'improvisation, beaucoup d'idées qui jaillissent de tous les côtés. C'est vraiment un travail collectif assez formidable. Price va toujours dire que c'est l'un de ses meilleurs souvenirs de tournage. Et donc il adorait Fust, il disait c'est un fou complet, mais un fou génial, un malade du jazz et de l'orgue, et il s'entendait à merveille.
Price avait énormément de fou rire, paraît-il, sur le tournage, avec ses partenaires, avec Fust également, et ça devenait un problème en fait parce que dans ce film, son personnage, le Dr. Phibes, porte un masque qui représente son propre visage, mais qui est un masque composé de différentes pièces. Il y a les oreilles, il y a le nez qu'il va appliquer, le front, les joues et une perruque. Et donc pour cela, il portait sur son visage une matière qu'on appelle le collodion, qui figeait radicalement ses traits, qui réduisait d'ailleurs énormément ses possibilités d'expression. Et comme il riait, comme il avait des fous rires sans arrêt, le maquillage se barrait, se cassait, et il fallait sans arrêt que le maquilleur vienne faire les retouches et recolle les bouts. Et Price disait, j'avais vraiment l'impression d'être marié avec lui, parce qu'on ne se quittait absolument pas durant les prises. D'autres anecdotes de tournage, le partenaire de Price, Joseph Cotten, qui tient le rôle du docteur Vesalius, son rival numéro 1. Cotten, à l'époque, avait des ennuis de santé, et il avait surtout des gros problèmes de mémorisation de texte, et c'était un peu gênant parce que du texte, il en avait. Il avait vraiment des tartines, il y a de longs passages dialogués pour lui. Et donc Cotten avait vraiment des difficultés à retenir son texte, et Price, de son côté, n'avait pas à retenir son texte, enfin en tout cas n'avait pas de texte à dire, étant donné que son personnage est muet. Il ne s'exprime qu'à travers un phonographe qui est relié à son cou par une espèce de fil de câble électrique. Mais donc tous ces dialogues étaient post-synchronisés. Pendant le tournage, durant les prises, il bougeait son cou, il faisait en sorte qu'on avait l'impression que ses cordes vocales avaient été utilisées, mais il n'avait pas de texte à dire. Et donc Cotten lui disait, c'est vraiment honteux cette histoire, parce que moi je suis obligé de retenir un texte colossal, et toi tu n'as rien à dire, tu n'as pas de texte à retenir. Et Price lui disait, mais tu sais Joe, mon texte, je le connais absolument par cœur, je le connais aussi bien que toi, sans doute mieux d'ailleurs. Et c'était sans doute vrai, parce que Price avait vraiment la réputation d'être très pointilleux en ce qui concernait le texte, d'avoir une excellente mémoire, et de connaître d'ailleurs les répliques de tous ses partenaires lors des tournages des films, en plus des siens. Donc c'est une performance un peu particulière pour Price, parce que cette obligation d'avoir un visage fixe n'est pas vraiment dans ses habitudes de jeu. Il a un visage extrêmement mobile, très expressif, et donc là, tout doit passer, toute expression doit passer uniquement par ses yeux, ses traits doivent rester parfaitement immobiles. Donc ça donne une composition assez étonnante dans sa carrière. Par contre, il se rattrape beaucoup au niveau de la gestuelle corporelle, qui est très ample et assez démesurée. Alors le film, lors de sa sortie, a été présenté comme le 100e film de Vincent Price. C'était uniquement un argument publicitaire. On s'est dit, la presse va en parler davantage, si on dit que c'est le 100e, bon, ça va peut-être faire un peu de pub, mais c'était absolument pas le cas. D'ailleurs, c'était d'autant plus absurde que le précédent film qu'il avait tourné avait déjà été présenté comme son 100e, donc c'était quelque chose qui tenait pas debout. Ce précédent film, c'était Cry of the Banshee, je crois. Bon. C'était uniquement un argument publicitaire. Toujours parmi les petites anecdotes concernant le tournage, le fondateur de l'église de Satan, Anton LaVey, a raconté dans une interview qu'il avait été consultant sur le tournage pour tout ce qui concernait les aspects démoniaques du film. Or, dans le film, il n'y a pas vraiment d'aspect démoniaque, il n'y a pas de satanisme, il n'y a pas de démonologie. Donc il avait raconté ça au magazine Rolling Stone, je crois. Et c'est un petit peu douteux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Anton LaVey était un ami intime de Robert Fust, qui s'entendait très bien, donc il est possible qu'il soit venu traîner sur le tournage. Bon, et on peut remarquer que donc Phibes, son prénom, c'est Anton, et c'est peut-être un clin d'œil ou un hommage à Anton LaVey. Alors le film bénéficie d'une distribution de comédiens britanniques en grande partie pour tout ce qui concerne les seconds rôles, qui est une distribution quand même assez imposante et importante pour un film de la IP de l'époque. Donc évidemment Price est en tête de liste, c'est un film qui sera très important
dans sa carrière, parce que ça va apporter un sang neuf véritablement, ça va presque l'orienter dans une nouvelle direction, dans le sens où à partir de l'abominable Dr. Phibes, Price va encore plus accentuer l'autoparodie, la dérision de sa propre image, de son propre personnage, dans ses films suivants, comme Théâtre de sang par exemple, et aussi beaucoup à la télévision. Il va participer à beaucoup de shows télévisés, de séries, dans lesquels il se parodie, il joue avec son image de star de l'horreur, ce qu'il adorait faire. Alors il y avait déjà beaucoup de distanciation dans ses interprétations précédentes, mais là ça va vraiment devenir quelque chose de systématique. Ce qu'il y a d'intéressant à noter, c'est que c'est la deuxième fois dans un film d'horreur que Price porte un masque, joue un personnage qui porte un masque. La fois précédente, c'était en 1953 dans L'homme au masque de cire, House of Wax. Et donc, deuxième fois dans Phibes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le masque qu'il porte dans ces deux films n'est pas un masque qui cache son véritable visage, c'est un masque qui le représente lui-même. Le masque, c'est son visage véritable. Et c'est quelque chose d'assez amusant dans le sens, je pense que c'est révélateur du comédien, du style du comédien, de sa personnalité. C'est un acteur qui ne s'est jamais véritablement effacé derrière ses rôles. Lorsqu'on le voit jouer, on voit moins de personnages que Vincent Price joue un rôle. Ça a été comme ça dans toute sa carrière. Et donc cette idée de masque qui ne masque rien mais qui révèle, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je pense que c'est intéressant aussi dans le sens où, quelque part, il y a beaucoup de ça dans le jeu de Price et dans sa personnalité. C'est un jeu très construit, qui ne fait pas tellement appel à l'instinct. Ce n'est pas l'acteur studio, quoi. C'est vraiment la vieille école des comédiens, où on va construire un rôle, où on ne va pas essayer d'y apporter des choses ou des émotions personnelles, mais plutôt le construire de l'extérieur. Et il y a cette idée, dans cette idée de masque qui représente un vrai visage, que finalement la personnalité est une construction d'une certaine façon. Et bon, je pense que ce sont des éléments qui sont intéressants de noter dans le film. Parmi les autres comédiens, on a Joseph Cotten, comédien américain célèbre, qui à l'époque n'est plus vraiment au sommet de sa carrière, mais qui continue de tourner encore beaucoup. Il tourne beaucoup plus dans des séries B comme pas mal d'acteurs, disons, vieillissants. Cotten avait connu Price auparavant au Mercury Theatre d'Orson Welles, dans lequel ils avaient joué tous les deux, qui était donc une troupe théâtrale dirigée et créée par Welles. Et donc ce sont vraiment des retrouvailles pour eux. Donc le rôle du docteur Vesalius, au départ, n'était pas prévu, n'avait pas été proposé à Cotten, il devait être joué par Peter Cushing. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été vraiment la première rencontre des deux stars de l'horreur, de Price et de Cushing, dans des rôles pratiquement égaux, quoi. En fait, ça aurait vraiment été leur première confrontation. Alors ça ne s'est pas fait parce que Cushing, à l'époque, son épouse était gravement malade. Elle est d'ailleurs décédée quelques mois à la fin du tournage, d'ailleurs en janvier 1971. Et donc, il a décidé de décliner l'offre et de ne pas jouer le rôle, qui est donc arrivé à Joseph Cotten. D'autres comédiens, alors des comédiens anglais, on a Hugh Griffith, qui tient le rôle du rabbin dans une courte scène. Tout ça sont des rôles secondaires. Alors Griffith était un grand acteur du théâtre shakespearien. Il a été considéré pendant des années comme le meilleur Falstaff de la scène anglaise. C'est vraiment un personnage absolument mythique pour les comédiens anglais. Il avait eu un Oscar du meilleur acteur, du meilleur second rôle dans Ben-Hur. Mais sa carrière marquait le pas, en tout cas assez sérieusement, du fait qu'il avait à cette époque de graves problèmes d'alcoolisme et plus aucun assureur ne voulait le couvrir. Donc il tournait très peu, et c'est Hayward, qui était ami avec lui, qui lui a proposé de jouer dans le film, en lui faisant promettre, mais pratiquement la main sur la Bible, d'après ce que Hayward raconte, qu'il ne boirait pas une seule goutte d'alcool avant les prises. Et donc Griffith a accepté, ça s'est tellement bien passé avec lui que Hayward l'engageait systématiquement dans les films suivants qu'il produisait. Classical tradition is the curse of boils, bats, frogs, the curse of blood, the curse of rats, hail, the beasts, the locust, of course, the death of the firstborn, and then, finally, of darkness. Darkness, Rabbi? Yes.
the final curse upon the land, to end forever the sleep of man. Dans le rôle de l'inspecteur Trout, l'un des deux inspecteurs principaux chargés de l'enquête, il y a Peter Jeffrey, qui lui aussi est un grand comédien du théâtre shakespearien. Il a d'ailleurs fait partie de la Royal Shakespeare Company, qui est une des troupes mythiques en Angleterre. Et il a joué dans plusieurs films assez importants par la suite, après Fives, comme Midnight Express d'Alan Parker ou Les Aventures du baron de Munchausen de Terry Gilliam. On a également parmi les comédiens Terry Thomas, qui lui alors était une très très grande vedette comique en Angleterre, une véritable institution. En France, il est surtout connu pour avoir donné la réplique à Bourvil et de Funès dans La Grande Vadrouille. Il tient le rôle du major anglais Big Moustache, surnommé Big Moustache. Et bon, il est moins connu en France pour ses autres films parce que peu de ses films ont été distribués, mais il avait vraiment une filmographie absolument pléthorique. Enfin, il y a dans un rôle, si on peut appeler ça un rôle, en fait, le rôle de Victoria Fives, l'épouse défunte. Le rôle est tenu par Caroline Munro. Alors en fait, elle n'apparaît que sur des photographies et à la toute fin du film, on la voit étendue sur sa couche mortuaire lorsque Fives va la rejoindre pour le grand final. Caroline Munro, faut-il la présenter, une actrice absolument mythique du genre, l'égérie de la Hammer Film et je veux dire, une idole absolue pour beaucoup de fantasticophiles et de fans de films d'horreur. Voilà donc en ce qui concerne la distribution. Lorsque le film est sorti, la stratégie publicitaire qui a été choisie par l'AIP était un petit peu bancale en fait. C'est-à-dire que d'un côté, les articles qui annonçaient le film dans la presse mettaient à fond l'accent sur le côté film d'horreur, le côté horrifique. Tandis que le matériel publicitaire qui était tiré, les affiches et les pavés presse, jouait plus sur le côté comique et parodique. Par exemple, sur l'une des affiches américaines, la phrase d'accroche qui est mise sur l'affiche est reprise, parodie en fait la phrase d'accroche du film du grand succès romantique lacrymal de l'époque qui est Love Story. Sur l'affiche de Love Story, on voit les deux jeunes adolescents amoureux et il y a cette phrase au-dessus d'eux qui est l'amour c'est ne jamais avoir à dire qu'on est désolé, un truc comme ça. Et sur l'affiche de Fives, on a Fives avec son visage défiguré embrassant Vulnavia. Et la phrase au-dessus, c'est l'amour, c'est ne jamais avoir à dire que l'on est laid. Bon, c'était pas spécialement d'une grande finesse, mais enfin, c'était le choix de l'AIP de jouer un peu sur ce côté humoristique et décalé. Ça nuit au film au début, lors de sa première semaine de sortie, parce que manifestement le public ne savait pas ce qu'il allait voir. Il ne savait pas si ça allait être une comédie, un film d'horreur, et donc ça n'a pas trop marché. Alors très vite, l'AIP a décidé de changer complètement de stratégie, a fait tirer de nouvelles affiches où il n'y avait plus du tout cette phrase d'accroche un peu parodique, et a misé à fond la caisse vraiment sur le côté horrifique. Et tout de suite, le public est venu et arrivé en sachant qu'il allait voir un film d'horreur. Bon. Faut dire que Arkoff, lui, de son côté, lorsqu'il a vu le film, une fois le tournage terminé, il paraît qu'il était absolument furieux parce qu'il trouvait que c'était beaucoup trop comique, donc ça ne lui plaisait pas du tout, et il aurait, je le mets au conditionnel, il aurait demandé à Louis Hayward de retirer son nom du générique. Et lorsque le film a commencé à être un succès, il est retourné voir Hayward et il lui a dit « Bon ben non, ça va, tu peux remettre mon nom maintenant, c'est bon ». Ceci dit, je ne suis pas sûr, c'est ce que Hayward raconte, que ce soit vrai, parce que, à ma connaissance, il n'existe aucune copie du film sur laquelle le nom de Samuel Arkoff n'apparaît pas, quoi. Bon. Alors en France, le film est sorti en avant-première pour la première fois au premier festival du film fantastique de Paris en 1972. Ensuite, je crois qu'il est sorti quelques mois après, en salle. L'accueil critique a été globalement, enfin même quasiment unanimement, excellent. À l'époque, les films d'horreur n'avaient pas forcément la cote auprès des critiques, mais là vraiment tout le monde était emballé, que ce soit critique et public, et il a eu d'excellentes revues, d'excellentes notices. À l'exception d'un seul critique, David Peary, qui était un historien du cinéma d'horreur anglais et critique également, qui a écrit dans son livre Heritage of Horror que c'était
le plus mauvais film d'horreur réalisé en Angleterre depuis 1945. Alors c'est absolument invraisemblable de dire ça, étant donné que maintenant on sait que le film est considéré comme l'un des tout meilleurs films d'horreur anglais jamais réalisés. Le succès de ce Fibes étant vraiment très important, l'AIP enclenche sur un deuxième film qui sera Dr. Phibes Rises Again, donc le retour de l'abominable Dr. Phibes, qui va être tourné quasiment dans la foulée à quelques mois près, avec la même équipe technique, le même décorateur qui a fait beaucoup pour le succès du premier film, parce que j'y reviendrai, mais le décor absolument fabuleux, le même réalisateur, donc Robert Fust, qui va cette fois écrire le scénario, exit William Goldstein et James Wheaton. C'est vraiment Fust qui va écrire le scénario seul. Donc c'est vraiment la même équipe, on retrouve même les mêmes acteurs parmi les seconds rôles qui vont tenir des rôles différents étant donné que leur personnage était quand même mort dans le premier film. Donc on retrouve Terry Thomas, on retrouve Hugh Griffiths et puis on va retrouver dans le rôle de l'inspecteur Trout Peter Jeffrey. Évidemment Price reprend le rôle de Phibes, mais le seul personnage qui va changer c'est celui de Vulnavia, dont le rôle va être repris par la Miss Australie 1970, Valley Kemp, qui va remplacer Virginia North, qui à cette époque était enceinte en fait, donc qui ne pouvait pas reprendre le rôle. Cette suite, à titre personnel, bon, je la trouve intéressante, mais quand même un peu différente du premier film et moins réussie. Je trouve que le scénario a tendance à partir un peu dans différentes directions, que déjà il y a un problème en ce sens qu'il y a deux méchants. Il y a Phibes qui est un adversaire qui est le professeur Biederbeck, et du coup ça crée une espèce de diversion par rapport au personnage de Phibes qui n'a plus la vedette autant que dans le premier film. C'était sans doute volontaire parce qu'à l'époque l'AIP voulait remplacer Phibes Price par un autre comédien, une autre vedette de l'horreur, qui était Robert Quarry, un jeune comédien qui joue donc le rôle de l'adversaire de Phibes dans cette suite. Donc il y a ce problème-là, et puis je trouve aussi que l'humour anglais du premier film disparaît un peu au profit d'un humour plus cartoonesque, plus américain. Donc ça n'a pas le film n'a pas la même saveur pour moi. Bon, ceci dit, ça reste quand même une réussite, un film très honnête film d'horreur anglais. Mais ce film ne va pas fonctionner de la même manière que le premier. Alors de fait, le troisième opus qui était prévu ne va pas être tourné. Alors il y a deux raisons du fait qu'il ne soit pas tourné. C'est que d'une part, donc, le succès n'a pas été au rendez-vous pour le 2, mais aussi, entre-temps, l'associé de Samuel Arkoff, James Nicholson, décède en 1972. Et c'était surtout James Nicholson qui croyait en cette série, qui voulait la défendre et qui tenait absolument à en tourner plusieurs. Au décès de Nicholson, Arkoff jette l'éponge et dit bon non, moi ça ne m'intéresse pas tant que ça, et de fait il n'y aura pas de suite. Bon. Alors il n'y aura pas de suite, mais par contre il en sera question pendant des années. Tout au long des années 80, dans les journaux corporatifs, dans les journaux, dans les revues de fans, on annoncera toujours un nouveau Phibes avec Vincent Price. Il y a eu toutes sortes de titres qui ont été lancés. Il y a eu Dr. Phibes in the Holy Land, Phibes Resurrectus, The Brides of Dr. Phibes. Bon, aucun de ces films ne sera fait. Dans les années 80, il va être question également d'un remake qui, et c'est assez amusant, était censé être tourné par George Romero, le réalisateur donc, de La Nuit des Morts Vivants, de Zombies, du Jour des Morts Vivants. Et pareil, ça ne sera pas fait. Dans les années 2000, c'est Tim Burton qui est censé faire un remake également, avec dans le rôle de Phibes, son comédien fétiche, Johnny Depp. Moi, je trouvais que ça pouvait être une idée assez intéressante, dans le sens où Burton et Depp étaient des fans absolus de Price en particulier et de Phibes. Ils étaient très amis, très liés à Price, avec qui ils avaient tourné Édouard en main d'argent. Et puis je crois qu'à cette époque, Burton avait encore une espèce de fibre baroque et délirante qui pouvait tout à fait correspondre à Phibes. Lorsqu'on voit un film comme Sweeney Todd de Burton, on se dit que quelque part il pouvait y avoir cette dimension à la fois très noire et assez délirante qui aurait pu coller. Bon. Là, à la fin des années 2000, il est à nouveau question d'un remake, mais là c'est encore plus à prendre avec des pincettes, étant donné que c'est une rumeur qui a été lancée par William Goldstein, donc l'un des co-scénaristes de Phibes, qui de son côté a continué d'écrire des romans
retraçant la saga du Dr Phibes. Je crois qu'il doit être à 7 ou 8 livres à l'heure actuelle qu'il écrit en collaboration avec son fils Damon Goldstein. Et donc récemment, il a annoncé qu'un remake serait fait de Phibes. Le réalisateur, on ne sait pas qui, et l'acteur qui est censé reprendre le rôle serait Malcolm McDowell, donc grande vedette du cinéma anglais, le Alex d'Orange Mécanique pour Kubrick, le Caligula de Tinto Brass, et puis maintenant un comédien qui joue dans une flopée de films d'horreur, on ne sait pas combien il en fait par an, mais il en tourne énormément, et qu'on a pu voir récemment reprendre le rôle du Dr Loomis dans le Halloween de Rob Zombie. Voilà, donc le film n'a pas eu de suite à l'heure actuelle, mais en tout cas, il a véritablement eu une postérité. Par contre, c'est un film qui a influencé le cinéma d'horreur par la suite. Ne serait-ce que pour la filmographie de Price, il y a Théâtre de sang qui a été réalisé 2 ou 3 ans plus tard, qui reprend le schéma, le schéma narratif du Dr Phibes, en ce sens qu'il est à nouveau question d'un personnage qui veut se venger de gens qui estiment lui avoir causé du tort, et qui se venge de façon assez délirante, et cette fois non plus en s'inspirant des 10 plaies d'Égypte, mais en s'inspirant des pièces de Shakespeare. Le personnage est un comédien shakespearien terriblement cabotin, qui en veut aux critiques qui ne lui ont pas décerné le prix du meilleur acteur, et donc il va se venger en les tuant l'un après l'autre, en s'inspirant des meurtres et des crimes qui sont commis dans les pièces de Shakespeare. Donc ça, c'est une première influence. De façon plus générale, je crois, quelques critiques américains font remarquer que le film a sans doute inspiré aussi la structure du slasher. Le slasher, ce sont ces films avec du style Halloween ou Vendredi 13, avec des tueurs en série qui tuent de façon aussi généralement assez extravagante et très violente toute une tripotée de victimes. Il y a peut-être ça, oui, pourquoi pas. Je pense que le film a aussi beaucoup influencé, il a influencé le film de David Fincher, Seven, dans le sens où il est également question d'un tueur en série qui s'inspire de la Bible, ou en tout cas d'un contexte religieux, puisque là, ce ne sont pas non plus les 10 plaies d'Égypte, ce sont les 7 péchés capitaux qui vont servir d'inspiration aux meurtriers. Et je pense que le film a donc aussi influencé le courant du torture porn, qui est un courant de films ultra-violents sorti, qui a une vogue au début des années 2000. Et ça a surtout influencé pour moi la franchise Saw. Le personnage, l'antagoniste principal de la franchise Saw, Jigsaw, a quelque chose d'un peu Phibes. Il invente des mécanismes très compliqués pour faire ses crimes, il agit de façon très spectaculaire. Il porte une tenue, une sorte de grande toge avec une capuche qui évoque beaucoup le costume de Price au tout début du Dr Phibes. Donc il y a quelque chose en commun là-dedans. Il y a même une scène, une idée qui est carrément reprise de la fin de Phibes, c'est-à-dire que dans Saw, à un moment, une personne est prisonnière d'un piège, et pour se libérer, elle doit extirper une clé qui a été implantée dans la poitrine d'une autre victime du tueur. Et c'est exactement la fin du Dr Phibes, lorsque le fils du Dr Vesalius est attaché sur une table d'opération, et au-dessus de lui, il y a un tube qui va déverser sur lui un jet d'acide, et pour être libéré, il faut que le Dr Vesalius extrait une clé qui est à l'intérieur de la poitrine de son fils. Donc c'est très probablement un hommage à Phibes que l'on peut voir dans Saw. Perhaps your hands will shake and he too will die under your knife. A few remaining minutes are all you have. Because when the acid reaches him, he will have a face like mine. Si le film a influencé d'autres, il a également subi quelques influences. On peut penser, en le voyant, au Fantôme de l'Opéra. Il y a cet aspect chez le personnage qui est un personnage défiguré dont le visage est caché derrière un masque. Il y a la scène d'ouverture de Phibes avec cet orgue ascenseur qui apparaît, où on voit Phibes jouant de façon très grandiloquente. Tout ça évoque évidemment le film de Rupert Julian des années 20 avec Lon Chaney. Pour le critique Tim Lucas, qui considère que le film est un hommage au serial
réalisé par Louis Feuillade dans les années 1910. Et il donne l'exemple, en fait, pour appuyer ses dires, du générique final. Le générique final des films de Feuillade et celui de Phibes sont identiques dans ce sens où les personnages, la distribution est divisée en plusieurs sections. Il y a les protagonistes, il y a la loi, il y a les victimes et il y a les parties annexes, enfin les rôles secondaires, quoi. Et on retrouve en effet cette répartition dans le générique final de Phibes. Ce qui est amusant de noter, c'est que le personnage de Phibes se trouve mis parmi les protagonistes et non pas les antagonistes. Et d'ailleurs, il n'y a aucun antagoniste, il n'y a pas de section antagoniste dans le générique de fin. Ce qui veut dire que finalement, ce personnage a été véritablement conçu comme un personnage plutôt sympathique au bout du compte, et sinon comme un héros, en tout cas comme un vengeur auquel on peut s'identifier et dont on peut comprendre les motivations et les actions. Cette idée d'un Phibes vengeur et justicier, quelque part, a été développée par un essayiste américain, Harry Benshoff, dans un de ses livres sur l'homosexualité dans le cinéma d'horreur. Et pour lui, l'abominable Dr. Phibes fait partie d'un cycle de films qu'il appelle l'homosexploitation ou la gaysploitation, des termes un petit peu barbares. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Benshoff compare ce cycle de films aux films de blaxploitation, qui sont des films mettant en scène des héros noirs qui prennent leur revanche sur une société qui les a opprimés, qui est représentée par les Américains blancs, racistes, ségrégationnistes. Donc pour Benshoff, l'homosexploitation, c'est un peu l'équivalent de la blaxploitation, sauf que la minorité en question, ce ne sont plus des Noirs, des Afro-Américains, ce sont des homosexuels. Phibes serait en quelque sorte le porte-parole, le vengeur de la société, de la communauté homosexuelle. Alors vous allez me dire, bon bah oui, mais le personnage de Phibes en lui-même n'est pas présenté comme homosexuel. Eh bien, il n'est pas présenté comme tel ouvertement, mais il est très nettement connoté comme tel. Si on se réfère aux codes du cinéma hollywoodien classique, dans lesquels on ne pouvait pas présenter un personnage ouvertement comme homosexuel, donc on allait mettre quelques indices, quelques petites touches qui allaient laisser planer le doute ou créer une ambivalence. Phibes, première chose, on ne lui connaît pas de relation, de liaison amoureuse ou sexuelle féminine dans le film. En tout cas pas avec Vulnavia, certainement pas. Ils ont simplement des rapports tout à fait platoniques de maître à domestique quasiment. Alors certes, Phibes a été marié, donc à Victoria, mais il se trouve qu'il est veuf. Et ça, la représentation des homosexuels, en particulier dans le cinéma d'horreur à l'écran, en général, les antagonistes gays sont soit des célibataires endurcis, soit des veufs. Ça a été l'une des grandes spécialités de Vincent Price tout au long de sa carrière, de jouer des célibataires endurcis ou des veufs, en particulier dans les films d'horreur. Moi j'appelle ça le syndrome de la Lénore perdue, en référence au poème Corbeau d'Edgar Poe, où le narrateur s'épanche longuement sur la disparition de sa femme, il pleure sa perte et il se demande quand reviendras-tu, quand vais-je te rejoindre. Ça c'est exactement ce que Price fait dans énormément de ses films, beaucoup dans la série Poe, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent chez lui. Et après la disparition de sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il lui voue un culte éperdu, il la magnifie, c'est un amour qui est complètement sublimé, qui n'est même plus du tout de l'ordre du charnel ou du sexuel, c'est une vénération complète. Il y a de très belles scènes d'ailleurs dans Phibes, où il regarde des photos de sa femme, où il lui parle dans un langage très fleuri, avec de très grandes tirades. Bon. Then, my precious jewel, I will join you in your setting. We shall be reunited forever in a secluded corner of the great Elysian field of the beautiful beyond. Et tout ça peut être mis en corrélation avec le culte dans la communauté homosexuelle, l'idéalisation de certaines divas de l'écran, de certaines chanteuses comme Betty Davis, Joan Crawford, Judy Garland, où il y a une sorte de sublimation de la féminité qui devient une version quasiment inaccessible et presque éthérée, quoi. Bon.
En tout cas, après la disparition de son épouse, Phibes se trouve tout à fait libre de se lancer dans ce que je dirais la chasse au mâle, c'est-à-dire il va avoir des espèces de relations d'ordre un peu sadomasochiste avec ses différentes victimes. Toutes les victimes ne sont pas des hommes, il y a une seule femme qui est une infirmière, mais qui est présentée comme une femme au caractère bien trempé, qui ne s'en laisse pas compter, en particulier par la police. Et donc voilà, il y a toute cette relation assez voilà, d'ordre un peu sadomasochiste, quoi, je dirais, entre Phibes et ses victimes. Un autre aspect du film qui pour moi le relie complètement à la culture gay, c'est son aspect camp. Le camp, qu'est-ce que c'est? Ça s'écrit C-A-M-P, c'est un terme anglais qui désigne une esthétique ou une sensibilité qui est poussée vers l'exacerbation, vers la démesure, la flamboyance, l'exagération, l'artificialité. Tout ce qui est, je dirais, fabuleusement outré d'une certaine façon. Le camp a été défini, théorisé par l'écrivaine américaine Susan Sontag, qui considérait que c'était un concept qui avait été créé, fabriqué presque par la communauté gay qui lui appartenait en propre. Et la figure de proue du camp, c'est la drag queen, c'est le travesti. Bon. Et il y a eu toute une série de films camp qui existent depuis quasiment les débuts du cinéma, que ce soit le cinéma de Joseph von Sternberg dans les années 30, tous les films qui sont portés à l'exagération et à l'outrance. Et cette esthétique camp, on la retrouve très nettement dans l'abominable Dr. Phibes, ne serait-ce d'une part qu'à travers le décor, qui est un décor, un mélange de art déco et de art nouveau, très, très impressionnant mais également très théâtral. Quand on voit le sol de la maison de Price, de son antre, de son repère, c'est un sol couleur lavande, l'orgue, c'est un orgue d'un rose pétant. Enfin bon, il y a tout un décor complètement rococo, une ambiance baroque et rococo dans le film qui est extrêmement camp. Le camp, étymologiquement, vient du mot français « se camper », c'est-à-dire prendre la pause. Bon. Et est-ce qu'il y a plus grand camper, finalement, que le Dr. Phibes, qui prend la pause en permanence, qui n'est absolument jamais au naturel. Lorsqu'il est seul avec Vulnavia, il organise des sortes de représentations, de mise en scène, où ils s'amusent à danser tous les deux, ou à prendre un repas de manière très construite et extrêmement mise en scène. Une autre allusion à la culture gay, c'est la chanson Over the Rainbow que l'on entend lors du générique final, quand le générique défile. Cette chanson, elle est empruntée au Magicien d'Oz, donc chantée par Judy Garland, et elle est considérée comme étant l'hymne officiel de la communauté LGBT. Over the Rainbow signifie au-delà de l'arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel, c'est la couleur du drapeau gay. Pour la petite histoire, ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que c'est quasiment le seul anachronisme du film, étant donné que cette chanson a été composée en 1939 et que c'est assez bizarre qu'on la retrouve à l'époque, à la fin des années 20, 1920-1929. Et puis il y a toute cette flamboyance donc, du jeu de Price, cette exagération dans la gestuelle, dans l'expressivité. Donc voilà, ce sont vraiment des éléments que l'on retrouve très nettement dans Phibes, tous ces éléments camp.
Et puis, il faut dire aussi que Vincent Price est devenu, depuis plusieurs années, une icône gay dans la communauté gay. D'une part, il était bisexuel. On le sait maintenant, ça a été caché au début de sa carrière et puis bon, même un peu par la suite, mais c'est quelque chose qui est tout à fait connu à l'heure actuelle. Sa fille, Victoria Price, en parle ouvertement dans la biographie qu'elle lui a consacrée. Et Price est véritablement devenu une icône gay. Son jeu a toujours été un jeu extrêmement précieux, maniéré, qui pouvait même par moments basculer dans une espèce de folitude. Lorsqu'on voit des films comme Le Puits et le Pendule, le nombre de fois où il a ses vapeurs, où il tombe en pamoison, bon, on devient presque comique. Lui-même en riait et se qualifiait de folle dans une interview lorsqu'il avait tourné ce film. Le final du Masque de la Mort Rouge, où il se lance dans une espèce de grande danse comme ça, spectaculaire, très emphatique, entouré de ses convives lors d'un bal masqué. Un critique français, Jean-Marie Sabatier, a dit que cette scène ne relevait moins du film d'horreur que des Folies Bergères. Bon. Et ce qui n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs, il y a une espèce de distanciation là-dedans. Donc voilà, tout ça fait que Fibes est aussi un film qui peut être interprété comme un film queer, et je crois que l'interprétation de Benchoff sur cette espèce de vengeur gay n'est pas fausse, et on la retrouvera d'ailleurs d'une certaine façon dans Théâtre de sang, où le personnage joué par Price, donc, est cet acteur shakespearien terriblement cabotin et emphatique, et dont le jeu est très camp, et très démonstratif, et totalement construit, et totalement exagéré. Et dans ce film, il se venge des critiques qui ne lui ont pas donné le prix, c'est-à-dire des détracteurs du camp, c'est-à-dire quelque part des détracteurs de la culture gay. Et voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs films à l'époque. No Way to Treat a Lady, qui est d'ailleurs un film qui, à mon avis, a influencé énormément, considérablement Théâtre de sang. L'intrigue n'est pas la même, mais enfin pratiquement, c'est pratiquement la même chose. Donc voilà, pour moi, tout ça fait que L'Abominable Dr. Phibes est un film qui n'est pas seulement un grand film d'horreur et une pure distraction et un film très beau esthétiquement. Je pense qu'on peut y lire différentes choses et que c'est un film aussi d'une grande richesse qui peut se prêter à l'analyse. On peut y voir aussi, je pense, quasiment l'un des premiers films d'horreur postmoderne, en ce sens qu'il reprend une esthétique ancienne, une nostalgie des années 20, et en même temps, il va la tourner un petit peu en dérision, comme il reprend les conventions du cinéma d'horreur, en les tournant en dérision avec affection, mais également avec une certaine part de distanciation, un peu comme le fera pour le slasher Wes Craven dans les Scream. Pour moi, oui, c'est quasiment l'un des premiers films d'horreur postmoderne de son temps, et je crois que c'est pour ça qu'il continue de plaire à l'époque actuelle. Nous sommes en plein dans une époque postmoderne, nous dit-on actuellement, et je pense que c'est aussi l'un de ses charmes et l'un de ses attraits.